Le tour du monde des confinés. Nous entamons déjà la 3e semaine de cette rubrique réalisée par Carla Bussero-Lanzy. Vendredi, je vous avais annoncé que nous irions cette semaine dans les départements d'outre-mer. Ce sera pour un peu plus tard. Pour le moment, allons voir comment on vit le confinement en Afrique. Aujourd'hui, la Guinée, avec un correspondant de Radio France Internationale. Aujourd'hui, c'est Carole Valade, correspondant de RFI en Guinée, qui répond à mes questions. Il nous éclaire sur la situation de la pandémie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui a déjà été durement touché par Ebola en 2013. Quelles mesures le gouvernement a-t-il mis en place pour lutter contre le Covid-19 ? Alors ça a commencé en fait le 26 mars. Dans un premier temps, il y a le président qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire, la fermeture des frontières, fermeture des écoles, des bars ou encore des lieux de culte. Et ça c'est une première, ça avait été jamais fait jusqu'ici en Guinée. Les rassemblements sont limités à 20 personnes maximum. Et puis ces mesures, elles sont ensuite renforcées au fur et à mesure, récemment par un couvre-feu à partir de 21h qui est surveillé par les militaires. Et puis, il y a quelques jours, le port du masque qui est devenu obligatoire. Ces mesures sont-elles bien acceptées par la population ? Plutôt, oui. Pour ce qui est en tout cas des réflexes sanitaires, à savoir le lavage des mains, la prise de température, c'est un peu les vieux réflexes des années Ebola qui ont été réactivés. Mais bon, il y a d'autres problèmes. Par exemple, la distanciation sociale, c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place ici. Dans les marchés, déjà, vu la configuration des couloirs très étroits et un très grand nombre de vendeurs, c'est quasiment impossible. Et puis surtout dans les transports, le moyen de transport le plus utilisé ici, c'est le taxi collectif. Alors, il faut se figurer un peu des vieilles Peugeot 209 où on rentre à 7 et aussi des camionnettes qui sont complètement bondées et dans lesquelles on a percé des trous en fait pour permettre aux gens de respirer. Le gouvernement a décidé de limiter le nombre de passagers par voiture à 3, c'est-à-dire en fait donc diviser par 2 le nombre de passagers habituels. Et résultat, les taxis ont multiplié par 2 le prix de la course et les gens ont encore plus de mal à joindre les deux bouts. Après ces mesures-là, le gouvernement a proposé un plan de relance en bloquant les prix des denrées de base par exemple et les loyers. Il a annoncé aussi un report des factures d'eau et d'électricité. Mais bon, dans un pays comme ici où l'économie elle est essentiellement informelle et où seulement il n'y a que 18% des habitants qui ont un raccord légal à l'électricité, où l'eau courante n'arrive que dans le centre-ville, pas au-delà, l'impact risque tout de même d'être assez faible. Quelles sont les difficultés auxquelles les habitants peuvent-ils être confrontés s'il y a un confinement mis en place ? Déjà, rester chez soi lorsqu'on a une famille très nombreuse, que la maison sert principalement à dormir et que toutes les autres activités quotidiennes, ménagères, elles ont lieu à l'extérieur, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais surtout, en Guinée, on est dans une économie vraiment du quotidien. On sort de chez soi le matin dans l'objectif de gagner dans la journée assez d'argent pour pouvoir ensuite acheter de quoi manger le soir. Donc il y a l'urgence sanitaire, certes, mais il y a surtout la survie des populations qui, elle, est bien plus urgente encore. Et ça montre bien l'impossibilité ici de transposer des mesures qui seraient exactement calquées sur celles des pays occidentaux. Quelles sont les zones du pays qui sont le plus touchées ? C'est vraiment principalement la capitale Conakry qui est le foyer de l'épidémie en Guinée aujourd'hui, parce que c'est elle en fait qui concentre les pouvoirs économiques et politiques. Et ça c'est un peu la particularité en Afrique de l'Ouest, c'est que c'est justement par là en fait qu'est entré le virus, c'est-à-dire par l'élite qui est mondialisée, qui est habituée à faire des allers-retours avec l'Europe, la classe politique principalement, au sein de laquelle de nombreuses personnalités ont la double nationalité et parmi laquelle beaucoup surtout ont l'habitude de se faire soigner à l'étranger et qui aujourd'hui se retrouvent en fait un peu coincés avec la fermeture des frontières qui dépend finalement maintenant du système de santé de son propre pays. Plusieurs cadres ici ont refusé de se faire soigner à l'hôpital national où d'ailleurs on est en train en ce moment de creuser des forages pour essayer d'avoir de l'eau et ont choisi de rester confinés chez eux, ce qui selon beaucoup de médecins risque d'accentuer le risque de propagation. Alors cette épidémie maintenant elle met à jour en fait la profonde déficience du système de santé guinéen et la difficulté aussi pour les autorités sanitaires d'endiguer l'augmentation galopante du nombre de cas. Comment avez-vous vu ce pays changer ? Alors c'est encore un peu difficile à dire parce qu'on est encore aux prémices de la crise. Pour l'instant, les liens qui fondent la société guinéenne, les liens familiaux, les liens sociaux sont perturbés dans leur organisation, c'est sûr. Je pense notamment à la fermeture des mosquées, au mois de Ramadan qui est un moment normalement où on se retrouve. Mais pour la première fois, il doit se faire en fait sans grand rassemblement, ce qui est un vrai bouleversement. À long terme,
terme, par contre, il peut y avoir plusieurs conséquences. D'abord économiques, les recettes du pays, elles sont presque uniquement basées sur l'exportation de matières premières, surtout principalement la bauxite qui sert à fabriquer l'aluminium. D'autant qu'au niveau social, la fermeture des écoles, elle intervient après 2 ans de crise récurrente dans le secteur éducatif, c'est-à-dire que les élèves n'étudient depuis 2 ans que de manière sporadique. Et puis au niveau politique, le pays reste toujours profondément divisé après la réforme constitutionnelle qui est passée fin mars et qui pourrait permettre au président de la République de briguer un 3e mandat, ce qui était interdit en fait par l'ancienne constitution. Alors l'opposition maintenant menace de reprendre ces manifestations qui ont déjà fait des dizaines de morts dans les derniers mois. Et puis il y a cette nouvelle inconnue dans l'équation, c'est cette nouvelle vulnérabilité des élites. Plusieurs hauts cadres de l'État sont décédés du coronavirus. Il y avait une note du Quai d'Orsay récemment qui s'inquiétait des bouleversements qui pourraient en découler. Maintenant voilà, tout dépendra de l'ampleur et du temps que dure l'épidémie. Et sachez que la Guinée a franchi la barre symbolique des 1000 contaminations, 1094 pour être précis, avec 225 guéris et 7 décès hospitaliers. Un bilan probablement sous-estimé selon les experts. La suite de notre tour du monde déconfiné demain.